Il n'y a aucun doute que les ovnis sont réels. J'ai étudié le phénomène des ovnis dans 42 pays du monde. J'ai parcouru 1 million de kilomètres pour ça. Il n'y a aucun doute qu'il y a bel et bien quelque chose derrière le phénomène des ovnis, qui est bien réel et qui indique une présence extraterrestre ici sur la Terre. Je ne crois pas aux ovnis. J'en ai vu plusieurs et donc je suis tout à fait certain qu'ils existent. C'est un peu comme demander « Est-ce que vous croyez à ce fauteuil sur lequel je suis assis ?» Il est là et on peut le voir. Moi, je les ai vus. J'ai eu toutes les preuves sous les yeux. Et il n'y a aucun doute dans mon esprit qu'ils sont réels. Personnellement, je n'y crois pas. Il y a eu je ne sais combien de comités avec les plus grands spécialistes de l'aviation et des experts qui savent reconnaître les phénomènes atmosphériques. Et ils ont examiné toutes les preuves et ce qu'ils trouvent à chaque fois, c'est qu'il s'agissait d'un phénomène naturel. L'idée que des objets non identifiés dans le ciel puissent être des engins spatiaux venus d'un autre monde a sans doute autant d'adeptes que de sceptiques. Mais c'est une idée de plus en plus répandue. On a vu des objets volants non identifiés dans le ciel depuis la nuit des temps. Mais s'agit-il de caprices de la nature ou y a-t-il autre chose? Et alors quoi? En 1947, on affirma qu'une soucoupe volante s'était écrasée dans le désert près de Roswell au Nouveau-Mexique. Et effectivement, bien qu'il l'ait démenti par la suite, initialement l'armée américaine semble avoir confirmé les faits. 2 semaines plus tôt, dans l'État de Washington, Kenneth Arnold, un pilote d'avion, avait signalé avoir aperçu un engin en forme de disque qui volait au-dessus de lui. À la suite de ces 2 phénomènes, de plus en plus de gens ont commencé à s'y intéresser au cours des 50 dernières années. Le docteur Stephen Greer, un médecin, est certain que les ovnis sont bien réels et qu'ils viennent de l'espace. Il pense avoir réuni assez de preuves pour demander une audition du Congrès sur le sujet. Il y a plus de preuves là-dessus que sur l'existence des trous noirs. Nous avons plus de 3500 témoignages de pilotes. C'est un membre de mon équipe qui les a recueillis, des civils et des militaires. On a plus de 4000 cas d'atterrissage signalés. On a des centaines de photos prises en plein jour, très nettes, on les a analysées et elles ne sont pas truquées. Jusqu'à présent, Greer n'a pas réussi à convaincre le Congrès. Mais son organisation continue à préparer ses adeptes en vue d'un contact avec des extraterrestres. Dans le cadre de ce programme, on envoie des gens partout dans le monde pour initier des équipes d'observation. Et il ne s'agit pas seulement d'observer, il faut être capable d'interagir avec ces objets, de communiquer avec l'intelligence qu'il y a derrière. C'est ça le plus important. En matière d'OVNI, le secret est terriblement bien gardé. En même temps qu'il y a eu une campagne de désinformation auprès du public, pour tourner ça en ridicule, ça fait rire tout le monde, ça n'est pas sérieux, aux yeux de la communauté scientifique et autres. Donc, j'irai peut-être rencontrer le patron de la NASA. Ils vont se montrer extrêmement intéressés et ils savent bien que c'est une réalité. Mais jamais ils ne le diraient devant une caméra, sinon ce serait la fin de leur carrière. Ici, on a le genre d'ovni qu'on observe le plus souvent. C'est une photo officielle de l'armée de l'air américaine. Et ça, c'est un ovni en forme de disque avec un dôme. Il n'y a aucun doute que le phénomène des ovnis suscite pas mal de sarcasme. Mais ces photos, même douteuses, ces témoignages individuels, est-ce qu'on ne les écarte pas un peu vite? On est des gens normaux, en pleine santé, capables de décrire quelque chose qu'on a pu observer et on ne peut pas être tous victimes d'illusions. Ça peut nous arriver, mais pas tout le temps. Nier la réalité des ovnis, ça veut dire nier la valeur du témoignage humain. Dans cette zone de cercle de culture, on a une de ces petites boules lumineuses qui volent. Les clubs de passionnés d'ovnis à qui s'adresse Michael Hussman font partie d'un réseau international en pleine expansion.
La grande majorité de leurs adhérents croient dur comme fer à la réalité des ovnis. Est-ce une idée si impossible? Ce n'est pas du tout impossible de croire que d'autres civilisations pourraient venir nous rendre visite, puisque nous-mêmes on envoie bien des ovnis vers les autres planètes. Alors s'il y a la vie sur une autre planète, ils ont très bien pu en faire autant et nous envoyer leurs vaisseaux spatiaux. Que la vie existe ailleurs dans l'univers, voilà qui ne fait plus aucun doute pour beaucoup de scientifiques, ou pour des astronautes comme Ulrich Walter. Je suis persuadé qu'il y a d'autres formes de vie intelligentes dans l'univers. Par contre, de là à dire que c'est dans notre galaxie... L'astronaute Story Musgrave est encore plus affirmatif. Statistiquement, c'est une certitude. Là-haut, il y a d'autres formes de vie, des civilisations bien plus avancées que la nôtre, même au point de voyager dans l'espace. Je crois que c'est possible qu'ils soient venus ici. La question ultime, c'est y a-t-il quelqu'un là-haut? Et s'ils sont là-haut, combien sont-ils? Et est-ce qu'ils viennent jusqu'à notre planète? Nous n'en savons rien et nous voulons le savoir. Qu'est-ce qui rend le phénomène des ovnis si difficile à cerner malgré les milliers de témoignages venus de partout dans le monde? Déjà, c'est une question de preuve. On affirme des choses extraordinaires. Ça demande des preuves extraordinaires. Dans les hautes montagnes du Chili, Jörg Ibarra, un chercheur d'or, prétend avoir vu de près un ovni. J'ai vu une lumière, une grande lumière. Ça s'est arrêté là-haut, peut-être à 300 mètres du sol. Il y avait une lumière bleue vers le bas, toute bleue. Et là, elle s'est éteinte et l'OVNI a allumé 3 phares, jaune, vert et rouge, dirigés vers moi. Et j'ai senti comme une énergie spéciale sur mon corps. Ce qui est curieux, c'est qu'à propos de l'OVNI, il n'y avait pas de bruit de moteur. Ça faisait comme le bruit du vent quand on prend un bâton et qu'on le fait tourner. Et l'OVNI est reparti. Comme tant de témoignages sur les ovnis, l'histoire de Jörg Ibarra, faute d'une preuve tangible, ne repose que sur la bonne foi d'une seule personne. En Belgique, en 1989 et 90, ça a été tout à fait autre chose. Il s'y est produit un phénomène d'ovni qui a impliqué tout le pays jusqu'au plus haut niveau. Des centaines de témoins rapportèrent avoir observé des triangles de lumière qui évoluaient lentement au-dessus de la campagne. Nombre d'experts firent des investigations au sujet de ces objets volants non identifiés. At first sight, it is very strange. À première vue, c'est très étrange. Parce que, par exemple, les caractéristiques techniques de ces objets volants sont très différentes de tout ce qu'on connaît. Un premier engin. Le professeur Léon Brenning enseigne à l'Université libre de Bruxelles et il est l'un de ceux qui ont étudié le phénomène de près. J'ai vu beaucoup de témoins oculaires et j'ai eu un accès direct à au moins 800 rapports d'enquête. Tout ça a été fait avec soin. Toutes ces enquêtes indiquent qu'il y a vraiment un phénomène, ce qui est inhabituel. Toutes les caractéristiques de vol sont très étranges. On a beaucoup d'observations de ces plateformes triangulaires en vol stationnaire, apparemment sans provoquer de turbulences, au-dessus d'une ferme pendant 20 minutes. Pourquoi au-dessus d'une ferme? Ça veut dire quoi? Un des nombreux témoins à l'époque a été le colonel André Hamon, un ingénieur qui travaille pour l'armée belge.
En décembre 1989, il roulait de nuit sur cette route quand il a vu 3 panneaux rectangulaires lumineux qui se déplaçaient lentement dans le ciel. J'ai vu les panneaux jaunes derrière l'arbre là-bas. Ils volaient au milieu des arbres. Et ces lumières jaunes, c'est devenu une lumière blanche. Et cette lumière s'est mise à descendre vers moi. À ce moment, ma femme me dit, ils viennent, on reste pas là. Parce que de voir cette grande lumière qui venait vers nous, ça fait quand même peur. Alors ma femme me dit, viens André, on s'en va. Là-dessus, la lumière disparaît. On ne voyait plus que 3 lumières un peu jaunes, des petites lumières en triangle. Au centre, un truc qui n'arrêtait pas de clignoter. Et cet objet, il est parti dans le ciel très très vite dans cette direction. Dans les mois qui suivirent, il y eut de nombreuses observations similaires d'un étrange triangle de lumière, et pas seulement à la campagne, mais aussi au-dessus des toits en plein centre de Bruxelles. Que j'ai filmé. Marcel Alfarano, un commerçant, a réussi à filmer avec sa caméra vidéo. Il y a 2 gros phares devant. Ça s'est passé à 2h15, 2h20 du matin, la nuit du 30 au 31 mars. Et j'ai pris ma caméra, puis je suis monté en haut. Et c'est à ce moment-là que, au loin, j'ai vu 2 gros phares, c'est-à-dire des phares plus gros qu'une voiture, qui se rapprochaient tout doucement vers moi. Et ensuite, ça allait tout doucement, très lentement. Ensuite, quand on était vers le milieu, j'ai vu un 3e phare qui était positionné derrière. Et c'est à ce moment-là que j'ai trouvé ça quelque chose de bizarre, en disant, tiens, ce n'est pas un avion, ni un phénomène aérien qu'on connaît. Donc, certaines personnes qui sont au gouvernement, donc je ne sais pas les noms qui c'est, m'a dit faites attention parce que le gouvernement vous interdit de montrer ce film. Les forces aériennes belges décident d'agir. Quelle que soit la nature de l'OVNI, il fallait en avoir le cœur net. En 89 et 90, on avait eu beaucoup d'observations depuis le sol. Des tas de gens avaient vu voler des choses étranges. C'est pour ça qu'on a fait décoller 2 F-16 pour aller vérifier ce que les gens voyaient depuis le sol. Wilfried de Brouwer, qui à l'époque était colonel, était l'officier en charge de cette opération. Des gens avaient vu dans le ciel des objets très étranges qui se comportaient d'une façon bizarre. Ils ont appelé la police qui a confirmé leurs observations. Ils ont appelé la station radar de Glons qui a confirmé qu'ils captaient un écho sur cette zone. Ce qui a aussi été confirmé par un autre radar à 150 km de là. On a donc décidé d'envoyer 2 avions en reconnaissance. Based on that, they asked to send these 2 aircraft in the air. Donc cette nuit-là, on a décollé avec les F-16. J'étais un des 2 pilotes. C'est moi qui étais le chef de patrouille. On avait beaucoup d'informations en provenance du sol. Ils nous donnaient la localisation exacte de, je dirais, de l'OVNI. Les stations radar au sol observaient un écho qui se déplaçait très rapidement d'une zone au sud de Bruxelles, vers l'est. Les F-16 n'étaient pas loin. Alors bien sûr, ils ont essayé de détecter cet objet particulier.
Et les deux avions ont confirmé qu'ils l'avaient accroché sur leur radar. Ça indiquait qu'il volait aux environs de 1300 km à l'heure. Les F-16 ont accroché plusieurs fois l'OVNI, mais dès que les radars se verrouillaient sur la cible, elles changeaient de direction et de vitesse avec une fantastique rapidité de manœuvre. L'engin était bien réel. Les pilotes n'avaient aucun doute là-dessus. Au moins 3 ou 4 fois, on l'a eu clairement sur notre écran radar. On a réussi à l'accrocher avec les F-16, et comme on restait en contact avec le sol, avec les stations radar, on savait qu'eux aussi, ils captaient le même écho. Il accélérait très vite. Il passait de 100 km/h à près de 2000 km/h. Il montait en flèche, puis plongeait vers le sol en faisant des zigzags incroyables. Et tout ça au-dessus de la vitesse du son. Les avions ne réussirent jamais à entrer en contact visuel avec l'OVNI. La nature exacte de cette cible est restée un mystère. Je ne pense pas que ça aurait pu être un avion expérimental. D'abord, on a tout de suite regardé vers les États-Unis. Ça aurait pu être des essais en vol. Déjà, je ne vois pas pourquoi ils seraient allés faire ça en Belgique. D'ailleurs, ils nous ont confirmé que ce n'était pas eux. L'ambassadeur nous a remis une déclaration officielle. Et puis surtout, les performances de cet engin, il n'y a pas d'avion au monde qui vole comme ça. Personne n'a la technologie qui permettrait ça. Non, ce n'était pas un prototype et je ne crois pas vraiment qu'il pouvait s'agir d'un phénomène météorologique ou quelque chose comme ça. Il ne reste guère de possibilités, à moins d'envisager que c'était peut-être des extraterrestres. Et je pense que c'est une option, ou disons une hypothèse, qui ne devrait pas être exclue. Je ne suis pas en train de dire que c'était des extraterrestres, mais simplement qu'on ne peut pas exclure cette hypothèse. L'enregistrement radar d'un des F-16 a été envoyé pour un examen détaillé aux experts du Centre pour l'étude de la guerre électronique. Le spécialiste radar qui servit de conseiller technique à l'équipe de recherche était le docteur Schweitzer, enseignant la physique à l'Académie militaire. Quel est son avis au sujet de cet étrange appareil non identifié que les forces aériennes belges ont vainement tenté d'intercepter ? Cet OVNI pouvait virer à angle droit, ce qui est tout à fait contraire à nos lois de la mécanique. Et il pouvait aussi instantanément changer de vitesse, ce qui est tout à fait impossible, car ça impliquerait une accélération infinie. Est-il possible que cet OVNI que les pilotes des F-16 n'ont pas réussi à voir n'ait été en fait qu'une aberration technique de l'équipement radar ? Je ne pense pas qu'on puisse expliquer que tous les radars aient fait la même erreur au même moment. C'est hautement improbable. Il y avait différents types de radars, avec différents types d'antennes. Non, je vais me faire virer par mes collègues, mais à mon humble avis, il s'agissait d'une intelligence extraterrestre. En tout cas, il y a de fortes chances. Une photographie du triangle de lumière fut plus tard corrigée par ordinateur. L'image qui en résulta semble montrer la silhouette sombre d'un appareil en forme de delta derrière les phares. Tandis que de plus en plus de gens de par le monde observent les cieux, on signale de plus en plus d'apparitions d'OVNI. Et l'idée qu'il puisse s'agir d'extraterrestres captive chaque jour davantage l'imagination populaire. Les médias ont rendu publics les détails d'observations faites tout autour du globe en révélant, entre autres, certaines similitudes récurrentes entre les ovnis d'aujourd'hui et ceux du passé. Ces images ont été prises près d'une base militaire au Montana en 1957. J'ai vu deux objets argentés qui approchaient rapidement en venant du nord-ouest.
Ils étaient très brillants et volaient à peu près à 3000 mètres d'altitude. On aurait dit qu'ils étaient en métal, ça brillait comme de l'argent. Ils avaient tous les deux la même taille et ils volaient à la même vitesse, beaucoup moins vite que l'avion à réaction qui est passé dans le ciel juste après que j'ai filmé les soucoupes. En Allemagne, plus de 30 ans plus tard, d'étranges boules lumineuses firent leur apparition dans le ciel. Mais cette fois, elles restaient stationnaires, et il y eut des centaines de témoins pour les voir et les photographier. C'était sur les rives de la Baltique. Valéry Vinogradov est l'un de ceux qui avait sa caméra vidéo à portée de main, et il a filmé ce qu'il a vu cette nuit-là. Da reden Leute etwas über UFOs, also das was also da Interessantes muss sein, ja. J'ai entendu du bruit. Alors je suis allé voir dans la cuisine et j'ai regardé par la fenêtre. Je pouvais entendre des voix excitées dans la rue et tout le monde montrait le ciel. Et là j'ai vu ces boules de lumière qui avaient l'air de flotter en l'air dans une sorte de formation. C'était par là, vers la centrale nucléaire. À l'intérieur de la formation, c'était comme si toutes les sphères tournaient, mais ensemble. C'était un mouvement très doux. Et puis j'ai vu une petite sphère arriver de la droite. Elle a volé tout droit vers le groupe des autres lumières et elle a disparu. Je crois que ça prouve bien qu'il ne s'agissait pas juste de reflets, même si j'ignore ce que ça pouvait être. Jusqu'à présent, les images dont on dispose n'ont pas suffi à lever le voile sur le mystère des ovnis. Même s'il est indéniable que les photos, les films et plus récemment les vidéos ont permis de recueillir nombre d'observations troublantes au fil des 50 dernières années, ces images seules ne révèlent presque rien de la vraie nature des objets que nous voyons. Toujours prises de loin, caméra à l'épaule, souvent floues, elles ne nous renseignent pas sur le mécanisme intérieur des ovnis, à supposer qu'il y en ait un. Si nous nous demandons à quoi pourrait ressembler un engin extraterrestre, nous n'en avons aucune idée. Ça pourrait avoir l'air d'une soucoupe volante, mais ça pourrait aussi avoir l'air d'un avion parce qu'il se serait camouflé, ou alors mieux, il pourrait être invisible. On regarde par là et il y a un immense vaisseau spatial qui plane au-dessus de Houston. C'est possible, seulement ce qu'on cherche nous, c'est des preuves. Il semble que les ovnis n'ont pas toujours la même forme. Des cigares, des boules, des soucoupes volantes, telles sont les manifestations les plus courantes. Par définition, les ovnis présentent des caractéristiques qui les différencient nettement de tous les appareils conventionnels connus. Et voilà à peu près tout ce qu'on peut déduire des images qu'on a. S'il arrive par hasard qu'on ait une photo nette d'un ovni qu'on distingue bien, cela soulève d'autres problèmes. En 1971, en vacances à la frontière entre l'Autriche et l'Allemagne, un musicien et son épouse profitaient du paysage lorsqu'ils assistèrent à quelque chose de très inhabituel. Rudi Nagora se rappelle ce qui s'est passé. J'ai entendu comme un sifflement qui venait de pas très loin. J'ai cru que c'était quelqu'un qui jouait avec la radio de sa voiture, mais non. Le bruit que j'entendais venait plutôt d'en haut. Alors j'ai levé la tête et dans le ciel, j'ai vu un objet rond qui volait. Ce n'était pas comme un avion. L'avion, il ne va pas s'arrêter pour faire du surplace. Un hélicoptère, oui, mais on verrait le mouvement du rotor et là, il n'y en avait pas. Il flottait comme ça dans l'air avec une sorte de bourdonnement. Il ne restait pas tout le temps au même endroit. Et d'un seul coup, il se retrouvait de l'autre côté et il fallait que je me retourne. Mais à la fin, j'ai quand même réussi à prendre 12 photos. Bien sûr, personne ne m'a cru, tout le monde s'est moqué de moi. Ils ont dit que j'avais vu un enjoliveur volant ou ce genre de blague. Jusqu'à ce qu'on analyse mes photos.
Les photos de Rudi Nagora ont été examinées en Allemagne et aux États-Unis par des experts qui n'ont trouvé aucune trace de trucage. Prouvent-elles pour autant l'existence d'un vaisseau extraterrestre? Au Mexique, il y a eu plus d'observations d'OVNI au cours des 5 dernières années que partout ailleurs dans le monde. En 1994, les collines de Guadalajara furent le cadre d'une rencontre du deuxième type. Ce qui veut dire que l'OVNI ne fut pas seulement vu de près, mais qu'il y eut interaction avec l'homme qui le photographiait. Raúl Dominguez est propriétaire terrien et homme d'affaires. Il se rappelle l'extraordinaire engin qu'il vit ce jour-là. C'était une machine qui devait avoir 25 mètres de diamètre. La moitié du bas tournait. Je n'ai pas remarqué de bruit jusqu'à ce qu'elle arrive tout près. Là, je l'ai entendue. Elle était à 10 mètres au-dessus de ma tête. C'était comme un bourdonnement d'abeilles. J'ai senti mes poils se hérisser et mes vêtements aussi se sont mis à bouger. Tout de suite après, j'ai eu ces marques sur la figure et sur mes mains. Et puis j'ai été longtemps malade avec des douleurs d'estomac. Tout ça m'a énormément affecté, à la fois physiquement et psychologiquement. Ça m'a changé. Maintenant, je suis certain que les ovnis existent. Les images de ce qui peut être ou non un engin spatial sont seulement aussi réelles que l'intégrité des témoins qui les ont prises. Quant à savoir si un tel engin vient d'un autre monde, il faudrait déjà admettre l'éventualité que des extraterrestres puissent venir nous rendre visite, ce qui est loin d'être évident, vu les distances infranchissables qui nous séparent des autres astres. Il est des scientifiques pour croire que si l'on a une chance de rencontrer un extraterrestre, c'est à l'autre bout du cosmos. Ils sont basés ici, à Arecibo, à Puerto Rico. Le plus grand radiotélescope du monde est à la disposition du SETI, le centre de recherche d'une intelligence extraterrestre. Je pense vraiment que s'il y a des extraterrestres là-haut, ça m'étonnerait qu'ils soient venus ici. La raison en est toute simple, c'est le manque de preuves crédibles. Je veux dire, c'est très difficile de voyager d'une étoile à l'autre, malgré ce qu'on voit dans les films et à la télé. Financés à l'origine par la NASA, ces chercheurs guettent depuis plus de 20 ans les signes d'une intelligence extraterrestre. L'agence spatiale ayant cessé d'investir dans ce programme, ça prouverait, selon certains, que la NASA sait qu'un extraterrestre est déjà parmi nous. Un point de vue que les astronomes du SETI réfutent catégoriquement, persuadés que le premier contact avec les extraterrestres sera un signal radio qui apparaîtra sur cet écran. Oui, les gens demandent souvent, est-ce que vous avez déjà été à 2 doigts de réussir? En fait, ça ne marche pas comme ça. Ce genre d'expérience, c'est oui ou non, et jusque-là, la réponse est non. C'est un peu comme Christophe Colomb. Vous savez, tant qu'il n'a pas découvert l'Amérique, il ne voit que la mer. Et nous, on en est là. Jusqu'à présent, tous les signaux reçus se sont révélés des fausses alertes. Alors, pourquoi poursuivre la recherche? La question de savoir s'il y a quelqu'un là-haut est une des plus vieilles questions que l'homme se soit jamais posée, sans trouver la réponse. Et personnellement, je ne m'impliquerais pas là-dedans si je ne pensais pas qu'on a une chance de réussir. Je suis tout à fait persuadé qu'il y a des extraterrestres là-haut. Personnellement, je n'ai aucun doute. Évidemment, il n'y a aucune preuve. Mais ce qui me fait dire que ça doit certainement être vrai, c'est qu'il n'y a qu'à voir l'immensité du cosmos. Il y a des milliards et des milliards d'étoiles dans notre galaxie. Et il y a des milliards d'autres galaxies. Ça fait pas mal de propriétés foncières. Et ça serait quand même vraiment bizarre de penser qu'ici, sur la Terre, ça serait le seul coin de terrain où il se passe quelque chose d'un peu intéressant. Le fondateur du programme SETI, le professeur Drake, a élaboré une équation qui estime que l'univers regorge de vie intelligente.
Alors, si jamais des extraterrestres ont réussi à nous rejoindre, ceux qui s'occupent de voyages spatials sont sans doute ceux qui ont le plus de chances d'avoir aperçu des signes. Le docteur Farouk Elbaz travaille actuellement à l'université de Boston. Pendant 6 ans, il a fait partie du légendaire programme Apollo de la NASA. Il dirigeait l'entraînement des astronautes et était responsable des expériences complexes qui devaient être conduites à la surface de la Lune. Au cours d'une mission Apollo où il était au centre de contrôle, il a assisté à un incident curieux impliquant l'astronaute Ken Mattingly qui était en orbite lunaire. Une des observations les plus étranges. En fait, on n'a jamais découvert ce que c'était. Ça a été quand Ken Mattingly a vu briller des lumières à la surface de la Lune. Il était en orbite au cours de la mission Apollo 16. Un des objectifs de cette mission, c'était d'examiner ce qu'on pouvait photographier sur la partie sombre de la Lune, éclairée seulement par la Terre. Ken Mattingly a commencé à faire ça. Là-dessus, il a dit quelque chose comme « Ma parole, je viens de voir une lumière ». Et on lui a dit « Quoi une lumière ?» Il a dit « J'ai juste vu une lumière sur la surface de la Lune, comme un flash ». Au tour d'après, on lui a dit de faire attention pour essayer de la repérer de nouveau. Note bien le moment où tu la vois. Comme ça, on saura exactement quand ça a lieu pour pouvoir relier ça avec ce qui se passe sur le site d'alunissage. Pour une des expériences de la NASA sur la Lune, il y avait des sismographes très sensibles, capables de détecter les impacts de météorites. S'il y avait de nouveau des lumières, les instruments enregistreraient certainement l'impact d'une météorite. C'était l'explication la plus plausible. Et donc, à la prochaine orbite, on a demandé à Ken Mattingly de guetter les lumières et de faire un rapport sur ce qu'il voyait. Il a dit OK. Et cette fois, il a aperçu 2 flashs. Pas 1, 2. Alors on a noté l'instant exact et on est allé porter ça à nos collègues, ceux qui s'occupaient des sismographes. Mais à l'époque, on n'a absolument rien trouvé qui indiquerait que quelque chose était entré en collision avec la Lune. Sinon, les sismographes l'auraient repéré. Ce qui fait qu'on n'a absolument aucune explication et ça reste un mystère complet. Bien sûr, au même moment, les Russes avaient de l'équipement sur la Lune. Il n'empêche, il y a des images inexpliquées. Celle-ci montre une ombre qui se déplace sur la surface de la Lune. Et ici, on voit un flash qui sort d'un cratère au moment où un objet non identifié le survole. Regardez là, il y a un objet qui vole juste là. Et l'astronaute va faire un panoramique. Notez que la Lune reste toujours dans le champ. Tiens, le revoilà, et l'objet a changé. Le docteur Kasher a étudié ce film et il est persuadé qu'il montre un ovni sur la Lune. À la tête du département de physique à l'université du Nebraska, le docteur Kasher a un cursus académique impressionnant. J'ai étudié la physique, l'effet des armes nucléaires, entre autres. Je me suis spécialisé en théorie de l'électromagnétisme, des impulsions électromagnétiques. Ça m'a amené à travailler au programme de la guerre des étoiles. En 1991, j'ai commencé à faire des recherches pour la NASA dans des domaines ultra secrets. En fait, j'ai écrit un papier, il était tellement secret, je n'avais même pas le droit de le lire, il me fallait une autorisation spéciale. 0 and liftoff of the Space Shuttle Discovery and the Upper Atmosphere Research Satellite, opening a new era of studying the Earth's environment from space. Le docteur Kasher a étudié de près un autre film pris dans l'espace pendant la mission de navette spatiale STS-48. Il y voit la preuve irréfutable qu'il y a bien des ovnis dans l'espace et que la NASA est forcément au courant. Après un flash, un objet semble s'éloigner rapidement pour fuir un missile en approche. La NASA voit ça différemment. 4 scientifiques de la NASA ont regardé ces objets, et il va y en avoir encore un autre.
Et ils ont conclu que ça devait être des particules de glace tout près de la navette spatiale qui étaient soufflées par les réacteurs au moment où ils s'allument pour ajuster l'orientation de la navette. C'est un fait que les réacteurs de la navette dispersent des particules de glace dans l'espace, comme Story Musgrave le sait bien. Dès qu'on éteint les réacteurs, il y a des milliers de particules qui arrivent, Dieu sait pourquoi. Du coup, on voit tous ces débris qui dansent devant le hublot. C'est superbe. Mon analyse est radicalement différente. J'ai conclu que c'était probablement des vaisseaux spatiaux qui volaient à une certaine distance de la navette. On va bientôt voir le premier objet apparaître. Le voilà. Il va monter là et il va y avoir un flash en bas. Apparemment, c'est à cause de ça qu'il va partir brusquement dans cette direction et ensuite, on va voir une traînée passer juste là où il était. Vous voyez le flash? Voilà, et il s'enfuit. Et voilà la traînée qui passe juste à l'endroit où il était. Je pense que c'est un vaisseau spatial parce qu'il change de direction apparemment en réponse au flash. Donc il fait une manœuvre. Il accélère, il change de direction dans l'espace. C'est ma définition d'un vaisseau spatial. Je suis absolument persuadé que ce sont des flocons de neige, des petits flocons illuminés par le soleil. Là, il y a un des flocons qui fait un virage à angle droit. Je ne comprends pas vraiment pourquoi. Peut-être qu'il est entré en collision avec quelque chose. C'est pour ça qu'il a rebondi. J'ai vu le rapport du docteur Kacher et j'ai entendu ses explications, mais il se trompe sur le moment du flash. C'est à cause du réacteur qui s'allume. Mais il y a un léger décalage. J'ai essayé de lui expliquer ça il y a quelques années, que le moment où le flash est visible sur l'écran télé ne coïncide pas exactement avec l'allumage du réacteur. Et il m'a envoyé une lettre dans laquelle il n'en tient pas compte. Je pense que la NASA aurait tendance à étouffer tout ça, à partir du moment où ça pourrait être interprété en faveur de l'existence des extraterrestres. C'est comme avec les autres branches du gouvernement, dès qu'il s'agit des ovnis, c'est le complot du silence. Ils ne veulent pas qu'on soit au courant. 3, 2, 1, booster ignition and liftoff of Columbia on a life sciences mission for Earth and space. Le fait est qu'il y a des objets non identifiés dans l'espace. Celui-ci est apparu au cours d'un lancement de la navette spatiale. Une autre fois, lors de la mission STS-73, on entendit clairement l'astronaute Cady Coleman annoncer qu'elle venait de voir un ovni. Est-ce qu'il se passe quelque chose dans l'espace qu'on nous cache? Les Américains n'étaient pas les seuls là-haut. La station orbitale Mir a permis aux cosmonautes russes de battre le record de durée dans l'espace. Lors d'un arrimage avec Mir, le cosmonaute Musa Manarov a filmé un objet non identifié qui passait à proximité. J'étais en train de filmer quand j'ai aperçu quelque chose qui avait l'air de s'être détaché du vaisseau. En plus, ça tournait en s'éloignant et ça brillait. Mais pas tout le temps pareil. Je ne peux pas dire exactement à quelle distance c'était. En tout cas, pas tout près, car la mise au point de ma caméra était réglée sur l'infini. Dans un premier temps, il m'a semblé que c'était un truc qui s'était séparé du vaisseau, mais ensuite, j'ai tout examiné et j'ai bien vu qu'aucune pièce ne manquait, surtout que l'alarme se serait déclenchée. Tout était calme. Ensuite, on a eu des discussions sans fin pour savoir ce que ça pouvait bien être. Lors d'une autre mission, le cosmonaute russe Gennady Trekhalov est certain d'avoir vu dans l'espace un objet volant non identifié pour le moins inhabituel. C'était une grosse sphère. Je pense qu'elle est apparue quand nous survolions Terre-Neuve. On voyait la mer derrière. C'était une sphère toute brillante, d'une forme parfaitement régulière. Elle brillait comme les boules qu'on accroche aux arbres de Noël, un peu vertes et toutes scintillantes. C'était impossible d'en détacher les yeux. Je l'ai regardée pendant peut-être 5 à 7 secondes, mais je n'avais pas de caméra et si j'étais parti en chercher une, je l'aurais perdue de vue. Et puis, elle a disparu aussi subitement qu'elle était apparue. Il est facile de mal interpréter les objets dans l'espace.
Cette mystérieuse sphère flottante est en fait une caméra télécommandée récemment mise au point, l'AirCam. Story Musgrave est particulièrement bien placé pour savoir s'il y a des ovnis dans l'espace. En 30 ans à la NASA, il a fait partie de 6 missions. Lui est-il arrivé de voir quelque chose qui soit l'indice d'une vie extraterrestre, ou qui pourrait expliquer le phénomène des ovnis? Personnellement, je n'ai jamais rien vu qui ait la signature, les caractéristiques qu'on attribuerait à d'autres formes d'intelligence ou d'engins spatiaux. 2 fois, j'ai vu ce que j'appelais mon anguille. Mais je ne saurais pas dire sa taille, parce que j'ignore à quelle distance elle était. Mais c'était comme un tuyau de caoutchouc qui se tortillait. Ça faisait peut-être 2-3 mètres, je ne suis pas sûr. Quand on ne peut pas dire la distance, on ne peut pas dire la taille. Par contre, ça remuait tout seul. Ça, c'est indiscutable. Story Musgrave est ouvert à l'idée de civilisation extraterrestre, mais il affirme n'avoir jamais trouvé aucune preuve lors de ses missions à bord de la navette spatiale. La conquête de l'espace fournit des images qui ne font qu'alimenter la controverse au sujet des ovnis. Dans ce film, pris de la navette spatiale STS-80, la caméra est tournée vers la Terre. Il y a beaucoup d'éléments reconnaissables. Des éclairs d'orages tropicaux, les lumières de la ville de Denver dans le Colorado, des météores, des satellites et quelques 8000 débris qui voguent dans l'espace. N'empêche qu'il y a quelques objets qui restent un mystère, comme cette forme étrange qui surgit sans crier gare de l'atmosphère terrestre. Est-ce un ovni? Qu'en disent les experts? Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est un joint, des brides, particules de glace? J'en ai aucune idée. Mais c'est caractéristique des milliers de choses que j'ai vues. Ce qui n'est pas si caractéristique, c'est qu'il apparaît de nulle part. On peut penser que s'il était dans l'ombre, à un endroit qui ne reflète pas le soleil, on verrait quand même quelque chose. Là, c'était vraiment impressionnant. Ma première idée était que ce qu'on voyait était le reflet de la Lune dans le hublot à travers lequel la caméra filmait. Ça a été ma première impression, mais à la réflexion, je me suis dit que ça ne pouvait pas être ça. Vous savez, il y a souvent des possibilités auxquelles on ne pense pas, je ne sais pas. Ma conviction, de mon point de vue scientifique, est qu'il y a vraiment des extraterrestres qui viennent nous rendre visite. Et ça fait un moment que ça dure. Je crois qu'au moins une partie des observations d'OVNI est authentique. Et par OVNI, je n'entends pas objet volant non identifié. Je veux dire engin extraterrestre. Le mot a évolué, c'est ça que ça veut dire maintenant. Et je pense qu'il y a assez de témoignages fiables pour suggérer qu'il est urgent d'enquêter là-dessus. Il est clair que le Dr Kacher et d'autres adeptes des ovnis sont persuadés que la NASA garde quelque chose secret. Il ne tient qu'à eux de publier leur analyse dans une revue professionnelle ou un magazine scientifique. Mais je n'ai rien vu de tel. Nous ne cachons rien. Nous n'avons pas des ovnis planqués dans un placard, dans un de nos centres. Il n'y aurait aucune raison pour nous de faire une chose pareille. Un de nos objectifs, c'est de découvrir s'il y a une vie extraterrestre. Si on trouve la vie, si on pense que des extraterrestres sont venus sur Terre, on le criera sur tous les toits. Là, on subit des coupes budgétaires depuis 5 ans. S'il y a bien une chose qui pourrait changer ça, ça serait l'indication claire que la vie est venue ici ou qu'on l'a trouvée ailleurs. Pour nous, ça n'aurait aucun sens de le cacher. Un astronaute bien connu qui partage les vues de Jack Kacher sur la réalité des ovnis est Gordon Cooper. Maintenant octogénaire, en 1951, il a eu l'occasion d'en voir alors qu'il servait comme pilote de chasse en Allemagne. Eh bien, le type des prévisions météo avait dit avoir vu ces objets dans le ciel.
Et il y a d'autres gens qui ont pris des jumelles pour regarder, et ils les ont vues aussi. Et ils volaient en formation, comme nos avions de chasse. Alors on a pris des avions pour aller voir ce qui se passait dans le ciel. Mais on n'a jamais pu les rattraper. Ils allaient plus vite que nous, et ils volaient plus haut. C'était comme des soucoupes. Elles avaient l'air en métal. Ce jour-là, je pense que j'ai vu des engins venus d'une autre planète. Cooper était si persuadé de tenir la preuve de la présence d'OVNI qu'en 1978, il est allé aux Nations Unies et leur a présenté une lettre où il décrivait ce qui lui était arrivé. Encore aujourd'hui, Cooper croit à la réalité des OVNI. Il est persuadé que la preuve n'est pas dans l'espace, mais bien sur la Terre. Et nul ne le sait mieux que ses camarades pilotes. Je connais plusieurs pilotes d'avions qui ont clairement vu des ovnis. Et ça ne m'étonnerait pas que ce soit bel et bien des engins venus d'une autre galaxie, quelque part dans l'espace.